Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Waouh, ça caille ce matin, -1. Bon, les Canadiens, là, ils vont se marrer quand ils vont écouter mon podcast, parce que je sais qu'ils m'écoutent de l'autre côté, et que -1, pour eux, c'est de la petite bière. Voilà, bon, en tout cas, pour moi, ça caille. Bref. Alors, bonjour à tous, nouveau podcast cette semaine. On va parler de quoi cette semaine ? Tout simplement de deux petits sujets d'actualité, de mémoire. Il y en a 3. Je croyais que j'en avais 2, j'en ai 3. Et également de la question de l'auditeur qui portera sur l'alimentation, le fil du rasoir. Vous allez voir un petit peu, on va aborder tout ça. Alors, la première chose que j'avais envie de traiter avec vous, c'est ce que j'ai sorti ce week-end. Alors, ce week-end, j'ai sorti quelque chose sur la dépression du sportif. Bon, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais attends, la dépression, le sportif, mais c'est pas normalement l'inverse, c'est pas plutôt le sport qui aide à la dépression et pas l'inverse ? En fait, oui. C'est vrai qu'on parle énormément des vertus du sport contre la dépression, mais on parle très rarement des dépressions dues au sport. Alors, ça ne veut pas dire que tous les sportifs sont condamnés à vivre un jour ou l'autre une dépression, mais ça montre bien que chez le sportif, il peut y avoir de la dépression, et en fait, vous savez, admettons, vous cherchez un traitement pour un truc, et vous vous rendez compte que votre médecin, il vous dit, le traitement parfait, c'est celui-là. Donc, c'est telle molécule, vous la prenez et tout ira bien. Le problème, c'est que vous vous rendez compte que cette molécule, vous la prenez déjà depuis des années et que vous êtes vous avez quand même la pathologie. Et là, c'est un petit peu la même chose. Quand un sportif est sujet à la dépression, il lit partout que le sport est bon pour la dépression, mais il fait déjà du sport depuis des années, donc il se rend bien compte qu'il y a un problème quelque part. Et en fait, les mécanismes ne sont pas les mêmes. Alors, les mécanismes de la dépression, c'est plus ou moins toujours les mêmes, mais en tout cas, la perception, les habitudes, etc., ne sont pas les mêmes que le sédentaire. On a vu, pour ceux qui l'ont déjà écouté, regardé, vous savez que les formations, vous pouvez les écouter, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo, vous mettez la vidéo et puis vous quittez l'écran et vous le mettez dans les oreilles, ça suffit largement. Donc c'est comme des podcasts, mais que vous pouvez ou voir, si vous lancez la vidéo, vous vous mettez devant, ou alors l'écouter si vous basculez sur un mode audio, 100% audio, c'est-à-dire que vous mettez la vidéo... vous mettez votre téléphone dans votre poche avec des écouteurs, des AirPods, un casque, ce que vous voulez, et comme ça au moins vous pouvez vaquer à vos occupations en même temps. Bref, en fait dans cette formation dépression que j'ai appelé, vous verrez le lien en description, qui s'appelle Transpirer la dépression, j'aime bien le terme, je vais vous donner 2-3 petites indications par rapport au contenu. Parce qu'il y en a, ils vont se dire, ouais, mais de quoi il va nous parler ? Donc, je vais vous donner un petit peu un petit sommaire. Donc, il y a les 9 signes qui montrent qu'il y a dépression. Donc, ça, déjà, c'est important de savoir pour chacun, pour se placer un petit peu. Deuxième point, quel sport et combien de temps par semaine pour aider à en sortir ? Troisième point, l'activité sédentaire anti-déprime. Oui, parce qu'il y a des activités sédentaires qui peuvent être anti-déprime, mais toutes ne se valent pas, et d'ailleurs on va voir lesquelles sont plutôt bonnes pour en sortir et d'autres qui vont plutôt vous enterrer dans une forme de déprime, quoi. Quatrième point, comment mettre en place un plan de sortie. Cinquième point, le rôle de la nutrition contre la dépression. Sixième point, l'ordre des repas contre la dépression. Et septième point, les 9 conseils concrets pour sortir de votre déprime. Donc on va parler de style de vie, d'habitude de vie. Alors encore une fois, j'avais fait une vidéo de présentation sur YouTube pour expliquer, je ne vais pas me répéter, on n'est pas dans la psychologie, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychopraticien ou autre. Moi, mon travail, c'est sur le style de vie, sur les habitudes de vie, sur le sport, sur la nutrition. Et je traite avec vous, donc avec pas mal d'études scientifiques à la clé, justement des pistes de solutions, des pistes pour avancer et pour un petit peu mieux comprendre. Parce que, je le répète toujours, mais la connaissance,
C'est ce qui vous arme contre les problématiques de la vie, entre guillemets. D'avoir des connaissances dans un sujet qui vous pose problème aujourd'hui, ça vous aidera à en sortir beaucoup plus rapidement qu'une personne complètement ignorante. Et là, c'est le but de cette formation, c'est de vous apporter de la connaissance. Voilà. Donc, alors, le premier sujet, maintenant, on passe à la suite. Donc, si ça vous intéresse d'ailleurs, cette formation, je le répète, c'est Transpirer la dépression. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode qui se trouve juste dessous. Et vous pouvez l'écouter directement. Alors, première information, première actualité, le titre est un peu putaclic, ça s'appelle « Un spray contre l'obésité, une découverte prometteuse ». Donc en fait, je vous cite l'article, c'était sur France 3, d'ailleurs France 3 Région qui l'a publié. Alors ils appellent ça un leurre lipidique pour faire croire au corps qu'il mange du gras. Pour diminuer l'obésité, l'équipe NUTOX, donc Nutox, dirigée par Naïm Kane, a synthétisé des leurres lipidiques qui vont mimer le goût du gras. En les intégrant à la nourriture lipidique, ils vont déclencher une perception intense, donc une satiété précoce qui serait responsable d'une baisse de prix alimentaire chez l'obèse. On peut faire des molécules, des faux gras, ce qu'on appelle des leurres lipidiques, qui vont venir se fixer sur les récepteurs gustatifs, les papilles gustatives des personnes obèses et vont déclencher une perception intense de plaisir alimentaire par le cerveau. C'est un peu la même chose que les édulcorants qui permettent aux diabétiques d'avoir le même plaisir qu'avec du sucre. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Moi, je suis pour que ça rentre. Enfin, pour. De toute façon, on est pour, on est contre, on s'en fiche. Mais il y a des gens qui sont pathologiquement en surpoids. Quand je dis pathologiquement en surpoids, c'est-à-dire que je fais une différence. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes font une mauvaise différence entre ces deux types de choses. C'est que il y a des gens qui sont en surpoids et malades, et d'autres qui sont en surpoids et pas encore malades. Et certains disent qu'ils sont en surpoids et en bonne santé. Moi, je suis contre cette idée, puisqu'il faut partir du principe que le surpoids à long terme, à moyen long terme, c'est forcément de la mauvaise santé. Donc du coup, une personne en surpoids qui dit qu'il est en bonne santé, c'est fragile. En tout cas, c'est pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu voir les choses avec beaucoup plus de recul. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se font avoir et disent oui, mais on parle beaucoup du surpoids, que c'est mauvais, que c'est pathologique et tout, mais quid des gens qui sont en surpoids et qui sont en très bonne santé ? Non, mais en fait, non. C'est comme dire quid du fumeur qui est en très bonne santé. Et non, mais aujourd'hui, mais demain, c'est plus la même chose. Et en fait, c'est un petit peu la même chose avec ça. Donc, pour les personnes qui sont pathologiquement, donc c'est-à-dire qui subissent les effets négatifs du surpoids aujourd'hui, toutes ces pistes-là, pour moi, je vois ça comme des traitements. Donc, pourquoi pas ? Ça peut être une idée. Les édulcorants, ils en parlent à la fin de l'article, qui a été une solution pour les personnes pour arrêter le sucre. Donc, par exemple, une personne buvait, 2 litres de coca par jour, il se met à boire 2 litres de coca zéro par jour. Il a plus les inconvénients du sucre, mais il a encore cette addiction au goût sucré, cette addiction au soda. Et donc du coup, on ne règle qu'une partie du problème, c'est-à-dire que la partie, on va dire, un petit peu physiologique, c'est-à-dire les conséquences de l'apport massif en sucre qui est diminué. Mais par contre, est-ce que cette personne, si on lui supprime cette boisson édulcorée, est-ce que ça va bien se passer ? En règle générale, non, puisqu'il y a d'abord une désaccoutumance du goût. Enfin, c'est pas vraiment une désaccoutumance du goût sucré, c'est-à-dire qu'il y a un passage de l'un à l'autre. Donc, c'est-à-dire une personne qui va arrêter de boire du sucré pour boire de l'édulcoré. Donc, du coup, sa perception, elle aura toujours l'impression de boire du sucre, mais ça n'en sera plus. Et pardon, je m'étouffe. C'est un peu. Il faudrait que je prenne ma bouteille d'eau à côté. C'est un peu. Si vous voulez, pour moi, tout ça, c'est de l'innovation, c'est pas du progrès. Je reprends encore une fois les citations d'Étienne Klein, qui lui avait pris des citations de Deleuze ou je sais plus qui pour faire ses conférences, mais on est dans l'innovation, pas dans le progrès. L'innovation tient à maintenir un état similaire pour éviter qu'il se dégrade en créant de la nouveauté, alors que le progrès, c'est de trouver des pistes pour ne plus avoir le problème, en gros, quoi. Donc essayer de progresser, c'est ça. C'est-à-dire de progresser, d'éliminer les facteurs, les problématiques pour l'avenir. Donc c'est-à-dire faire des efforts aujourd'hui pour sacrifier, pour avoir un futur beaucoup plus agréable et beaucoup plus, entre guillemets, parfait. Donc moi, je pense exactement la même chose par rapport au spray pour le gras, en fait. C'est-à-dire que
moi, je vois toujours la problématique de l'addiction, comment dire, d'avoir besoin. C'est-à-dire que le fait d'avoir besoin d'un spray comme ça de manière ponctuelle, aiguë, sous forme de béquille, sous forme de traitement ponctuel, ok. Mais de créer ça, on sait très bien où ça va mener. Ça va mener au fait que les gens vont s'en servir tout le temps, c'est-à-dire de manière chronique, et donc de ne pas avoir besoin de se poser des questions sur autre chose, c'est-à-dire quelle est ma vision de la nutrition, quelles sont mes connaissances là-dedans, quels sont également mon rapport en fait aux aliments gras, aux aliments sucrés et tout ça. Et donc là, en fait, on sort les gens de l'effort pour les mettre dans une sorte de confort. Mais regardez bien, tout tourne comme ça en fait. Il y a pas de que vous regardiez les compléments alimentaires, pourquoi ça se vend bien? Parce que ça promet d'avoir des résultats en prenant une pilule. Pourquoi les ceintures abdominaux qui contractent les abdominaux quand on est assis dans notre canapé fonctionnent aussi bien et il y a autant de publicité sur ça? Tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'efforts à faire et que les gens pensent qu'en regardant leur série Netflix préférée, ils peuvent prendre des abdos en même temps. Donc dès qu'il y a notion de résultat mêlé au confort, ça, c'est bankable quoi, pour le fabricant. Et donc là, ça, si ça sort et que ça fonctionne, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça va faire un carton. Je le prédis, à l'avance, ça va faire un carton. Bref, moi je pense que évidemment, il y a des personnes, encore une fois, je le répète, où c'est pathologique, il faut traiter, donc médecine, tout ce qu'il faut avec. Mais après, il y a un travail d'apprentissage à faire pour se sortir de ça. C'est-à-dire que, pour moi, toutes ces choses-là enlèvent la liberté. Pourquoi je dis enlève la liberté? Parce que la liberté, c'est le fait de choisir je peux manger ça ou pas de manger. C'est-à-dire, j'ai le choix de combler ma faim avec des aliments malsains, sains, moyennement sains, etc. Et le fait de perdre cette liberté, ça nous fait devenir dépendants, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'autre qui décide pour nous. Et donc là, ça commence à devenir problématique, on perd un peu son libre arbitre au niveau émotionnel, et au niveau aussi même rationnel, parce que les gens, s'ils n'ont pas les connaissances, pour eux, un choix rationnel sera dicté par des mauvaises connaissances. Bref, je m'arrête là sur ce sujet. Vous êtes au courant maintenant que ça va probablement sortir dans quelques années, puisque là, c'est pas encore au goût du jour, ils n'ont même pas fait d'essai sur l'homme encore. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est prometteur au niveau médical, j'entends, et ça probablement ça sortira, je pense, sous forme de complément alimentaire, si au niveau de la médecine ça ne sort pas. Enfin, ça n'est pas, si jamais vous voyez que ça sort en complément alimentaire, ça voudra dire que c'est pas légitime que ça sorte sous forme de médicament, donc ça sera un peu moins prometteur. Si c'est vraiment très prometteur, ça sera en médoc. Bref, deuxième sujet, faire du sport quand il fait froid, quel impact sur le métabolisme? Article de la nutrition.fr de l'auteur Marie-Céline Ray, qui nous parle de ça justement. Donc quel est l'impact de faire du sport dans le froid? Est-ce que c'est bien, pas bien? Sur le métabolisme, c'est mieux ou moins bien? Alors j'ai récupéré une partie de l'article qui dit que les auteurs de l'étude ont trouvé que l'exercice dans le froid augmentait l'oxydation des lipides de 358% pendant l'exercice par rapport à un exercice identique à 21 degrés. Mais le lendemain, après le petit déjeuner, il n'y avait pas de différence. Donc au niveau de l'oxydation des lipides. Toujours le lendemain, après le petit déjeuner, la glycémie était plus élevée quand l'exercice était pratiqué à basse température. La réponse glycémique était meilleure après l'exercice à 21 degrés. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les participants ont plus utilisé de glucides plutôt que des lipides. Alors, utiliser, ça ne veut pas dire manger, ça veut dire métaboliser, c'est-à-dire utiliser physiologiquement, c'est-à-dire leur corps a carburé plus aux glucides qu'aux graisses quand la température était à 21 degrés. Lors des exercices à température ambiante, justement. Du coup, le lendemain, ils avaient moins de réserves de glucides. Donc, ce que ça démontre, c'est que quand il fait froid, alors souvent, quand il fait froid, on associe froid et gras. C'est-à-dire que quand il fait froid, on mange plus gras, etc. Et là, ça montre bien que quand il fait froid, le corps utilise beaucoup plus de graisse. Donc, s'il utilise beaucoup plus de graisse,
ça veut dire à un moment donné, on n'utilise pas tout. Quand on a des réserves de glucides et des réserves de graisse, par rapport à la température ambiante, il peut y avoir un ratio qui diffère. Je trouve ça relativement intéressant. Donc ça veut dire qu'une personne dans le froid, soumise au froid, va utiliser plus de graisse pour se, entre guillemets, réchauffer, pour maintenir son métabolisme, donc moins de glucides. Donc ça peut être aussi des indications en termes de gestion de la diététique. Une personne dans le froid devrait peut-être moins consommer de glucides étant donné qu'elle en utilise moins, et augmenter un peu les graisses, alors qu'à l'inverse, une personne en température ambiante, comme ils disent de 21 degrés, peut-être faire attention à l'excès de graisse et de consommer un petit peu plus de glucides. Donc quand je dis plus, moins, faites attention aux extrêmes. Je ne parle pas de faire une full glucides ou une full lipides. Je parle juste d'un ratio. C'est-à-dire que quand il fait froid, pourquoi pas augmenter légèrement sa teneur en graisse, donc à garder ses calories égaux par rapport à d'habitude, mais d'avoir un ratio graisse plus important et un ratio glucides plus bas quand il fait froid, et inversement quand il fait chaud. Et si on regarde bien au niveau de la nature, donc c'est-à-dire des saisons, etc. Souvent, durant l'hiver, on cherche, historiquement, à chasser pour avoir de la viande grasse, etc. Et durant l'été, c'est là où il y a la saison des fruits, donc du goût sucré. Et donc du coup, on peut avoir peut-être un peu moins de graisse disponible dans l'alimentation. Les bêtes sont peut-être plus sèches également durant le chaud. D'ailleurs, on voit dans les pays chauds que les bestioles, c'est plutôt des bestioles maigres, donc de la volaille et tout ça. Regardez dans les pays chauds ce qu'ils consomment. Alors que dans les pays froids, c'est plutôt gras. Donc, ce qu'on peut voir là, c'est qu'il y a à la fois des habitudes de style de vie, mais qui sont aussi vérifiable au niveau physiologique. Et je trouve ça intéressant parce que ce sont toujours des petits ajouts comme ça. Alors évidemment, il y a des gens qui carbureront toujours bien aux glucides quelle que soit la température et d'autres très bien aux lipides quelle que soit la température. Mais quand on commence à avoir un peu d'expérience et on commence à connaître son corps, ça peut être intéressant. Et vous savez, j'aime beaucoup partager avec vous sur divers sujets, et c'est vrai que moi je fais partie des personnes qui pensent qu'on n'est pas adapté à manger la même chose toute l'année, mais qu'en fait on fonctionne par cycle dans divers secteurs, entre guillemets. Le premier étant les saisons, après il va y avoir les rythmes hormonaux, il y a également les rythmes au niveau des états de stress ou de récupération et tout ça. Et qu'en fonction de tout ça, il faut de plus en plus essayer de comprendre comment on fonctionne, comment l'alimentation qu'on a peut avoir des impacts positifs ou négatifs, et d'essayer de se comprendre comme ça. C'est pour ça que quand on entend des gens dire et prendre des grands raccourcis, pour la prise de masse c'est ça, pour la perte de graisse c'est ça, évidemment il y a des grandes lignes, mais après il y a toujours de l'adaptation. On ne peut pas comprendre la nutrition en 5 minutes sur un post Instagram ou avec une vidéo de 15-20 minutes sur YouTube. C'est pas possible. Il faut comprendre. Pour comprendre, il faut pousser beaucoup plus loin. Et après, je prêche aussi pour ma paroisse parce que c'est mon travail, mais je n'ai pas vu quelqu'un qui arrivait à synthétiser l'intégralité des connaissances et de la compréhension globale du monde du fitness, en tout cas au niveau nutritionnel et tout ça, en une phrase ou en un paragraphe ou en une page. C'est pas possible. En fait, moins la personne a des connaissances, plus elle aura l'impression que c'est simple. Plus elle aura des connaissances, plus elle trouvera ça complexe et long à comprendre. Donc moi je me place plutôt dans la deuxième catégorie. Je pense que je sais beaucoup de choses qui m'ont amené à me rendre compte que finalement je ne savais que dalle par rapport à tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, toutes les nouveautés qui arrivent. C'est un petit peu le complexe des personnes qui cherchent au quotidien. Ils se rendent compte que en fait plus on avance, plus on a l'impression de ne pas en savoir, et parce que en fait la recherche avance très vite, et 2, il y a tellement de facteurs à comprendre qu'on en comprend toujours, plus on avance, plus le pourcentage de ce qu'on sait, on a l'impression qu'il régresse, alors que l'ignorant aura toujours l'impression d'avoir compris 99% des choses, alors que finalement ça sera une goutte d'eau dans l'océan. Bref, je continue. Troisième article, il faut que je fasse un peu vite pour pas que les podcasts soient trop longs, on est presque à 20 minutes déjà. Alors le dernier article que j'avais récupéré, c'était sur le café. Donc le café. Donc encore une fois, lanutrition.fr, et c'est un article de Marie-Cécile Ray également, qui a bien carburé en ce début d'année d'ailleurs. Donc les effets neuroprotecteurs des molécules du café. Donc je cite: en janvier 2021, des chercheurs polonais ont publié dans la revue International Journal of Molecular Science une synthèse des connaissances sur les effets neuroprotecteurs du café. Ils y détaillent
détaille les propriétés de différentes molécules du café. Donc je cite, de nombreuses recherches ont été publiées sur ces molécules, nous pouvons retenir les points suivants. Premier point, la caféine est un psychostimulant, la consommation modérée de caféine réduit ainsi la fatigue et améliore l'état d'alerte. Elle réduit aussi le risque de maladie de Parkinson. Deuxième point, l'acide chlorogénique, présent à la fois dans le café décaféiné et caféiné, est anti-inflammatoire et neuroprotecteur. Un café riche en acide chlorogénique a aussi un effet positif sur l'humeur. L'acide chlorogénique améliore certaines fonctions cognitives comme l'attention et la fonction exécutive. Troisième point, l'acide caféique, un antioxydant et anti-inflammatoire. Des études in vitro montrent qu'il protège les neurones. Chez l'animal, il empêche la mort neuronale. Quatrième point, la trigonéline, elle est-elle aussi antioxydante, anti-inflammatoire et anti-apoptotique. Elle empêche la mort cellulaire. Et cinquième point, le kawéol, est-ce que ça vient de là, le kawa d'ailleurs, et le caféstol sont présents dans des cafés non filtrés comme le café scandinave, turc ou l'expresso. Bien que ces deux molécules augmentent le cholestérol, elles ont aussi des effets bénéfiques anti-inflammatoires et antioxydants, ce qui laisse penser qu'ils pourraient protéger les neurones. Si ça a tendance à augmenter le cholestérol, il faudrait voir, là je suis sorti de la citation, attention, est-ce que ce serait pas ça qui serait responsable justement de la mobilisation des graisses et qui permettrait de brûler un petit peu plus de graisse quand on boit un café avant l'entraînement, évidemment si on ne consomme pas de glucides en même temps, à voir, il faudrait que je creuse un petit peu le sujet là-dessus. Bref, vous voyez quelques petits bienfaits au niveau cérébral et santé antioxydante, etc. Du café. Donc arrêtez de diaboliser le café en 2021, plus de raison d'être. L'excès, comme tout, évidemment, mais la consommation modérée et raisonnable, pourquoi pas, si vous en consommez déjà, mais ne vous mettez pas à boire du café pour rien. Si vous n'aimez pas ça, il ne faut pas se forcer. Mais voilà, je voulais vous apporter un petit peu de nouveauté et de fraîcheur sur une boisson chaude. Alors, dernier point, c'est la question de l'auditeur. La question de l'auditeur qui est un peu longue, donc je vais boire une petite gorgée avant de vous la lire. Allez, je vous lis cette petite question en 3 paragraphes. Alors, bonjour Théo, j'adore tes vidéos et je te suis depuis un bon moment. Je suis d'ailleurs VIP depuis très longtemps. J'adore ta vision du fitness, donc merci à toi. On a tendance à se perdre dans cette masse d'informations, mais en te suivant, seulement toi, j'ai progressé plus que jamais. Pour ça, merci. Donc merci beaucoup d'ailleurs pour ton témoignage. Venons-en à ma question. Je pratique la musculation depuis 4 ans. J'ai 21 ans et j'ai réussi de nombreuses fois à atteindre mes objectifs. 1m73, 67 kg, abdos apparents et massifs, bref, un bon physique de plage qui plaît aux femmes. Le problème est que après 4 ans de pratique, j'aimerais rester constamment avec cette shape qui me plaît à 100%, mais qui est, pour moi, ancien gros, 1m67 pour 87 kg, donc tu as perdu 20 kg, très difficile à tenir sur le long terme. En effet, afin d'atteindre ce niveau, c'est durant 6 semaines, 1000 calories par jour, du lundi au vendredi, samedi et dimanche, je me fais plaisir avec un cheat meal, plus entraînement 7 jours sur 7, etc. Malheureusement, après tous ces efforts, un regain de poids, plus 6 kg en 2 semaines, est constaté à chaque fois. Pourtant, en sortant de mes sèches, je n'abuse pas. Je diminue simplement le cardio et ajoute un cheat meal le vendredi soir. Que faire pour garder un physique à 68-67 kg à l'année ? De plus, je crois avoir développé un TCA. En effet, le samedi, jour de cheat, après mon entraînement à jeun et 5 jours de restriction alimentaire, je fonce sur la nourriture plaisir jusqu'à parfois en vomir. Je n'arrive absolument pas à arrêter ça. Chaque dimanche soir, c'est la même chose. La semaine prochaine, il ne faut pas que j'abuse comme ça. Je ressens un dégoût de ma personne, un manque d'élégance d'avoir fait ça. Je ne comprends pas comment du lundi au vendredi, j'arrive à faire une discipline hors pair, sommeil, entraînement, diète, mais que le week-end, tout part et je me transforme en bouffe-tout incontrôlable. À noter que malgré ça, je perds du poids continuellement, mais je n'en peux plus de finir tous mes dimanches soirs la tête dans la cuvette. Merci, bonne continuation. Bon, première réponse. Fil du rasoir. Le fil du rasoir, c'est là où tu es quand ton physique te plaît. Tu n'as pas encore l'équilibre, mais ça viendra avec le temps. Évidemment, là, en fait, tu es dans le mode Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire que tu es jeune, ça fait peu de temps que tu pratiques, même si 4 ans, ça te paraît long, ça fait peu de temps que tu pratiques.
tu as ancré dans ton cerveau que pour avoir la shape de ta vie, donc la shape qui plaît à 100% aux femmes, à toi et tout ça, il faut que tu passes par la case 1000 calories par jour. En fait, c'est un petit peu ce que j'expliquais dans les précédents podcasts. Ça veut pas dire que ça, vu que ça marche, ça veut pas dire que d'autres choses vont échouer. C'est-à-dire que toi, tu restes ancré, tatoué, que c'est la seule méthode pour toi d'y arriver. Donc déjà, c'est la première chose. Mais je vais te rassurer tout de suite. Tu fais partie de la masse des gens, tu fais partie de la norme pour ça. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, quand ils font un régime qui fonctionne, vraiment, je parle pas d'un régime où ils perdent 2-3 kilos et ils se disent je sais comment perdre du poids, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, toi, tu as réussi à avoir la shape que tu voulais, à avoir un physique athlétique, sec et tout ça. Donc du coup, tu es allé dans les extrêmes. Comme 99% des gens qui arrivent à leurs résultats, ils vont dans les extrêmes au niveau de la diète. Donc tu oscilles un petit peu comme un métronome entre un côté très hypocalorique et l'autre côté super recharge. Et en fait, c'est pourquoi. Première chose, tu penses que manger un petit peu plus la semaine, ça ne te conviendrait pas. Mais en fait, pourquoi tu diminues de plus en plus ou tu diminues autant la diète de la semaine ? C'est parce que justement, tu manges énormément le week-end, que tu cheats beaucoup le week-end, et donc du coup, tu as une stratégie compensatoire toute la semaine. Et si tu mangeais un petit peu plus la semaine tout en conservant des cheats aussi abondants le week-end, tu ne perdrais pas parce que justement, tu te dis que, étant donné la violence de tes écarts le week-end, il faut vraiment que tu sois restrictif la semaine. Et en fait, c'est comme je te disais, ton fil du rasoir est mal équilibré. Pour bien l'équilibrer, il faut que tu acceptes pendant une quinzaine de jours, voire peut-être pendant un mois, de manger plus dense la semaine. Parce que, dis-toi bien une chose, c'est que 1000 calories par jour, quand on fait du sport, tu vas très rapidement te carencer. Moi, je préfère une personne qui va être à 2000 calories par jour de consommer en perte de graisse, mais qui aura une activité physique élevée, elle aura un apport beaucoup plus abondant en micronutriments qu'une personne qui fera du sport et qui sera à 1000 calories par jour. Donc, c'est-à-dire avec un déficit égal, elle sera au même résultat en gros, mais par contre, elle aura un apport, donc un passage des aliments dans son circuit, dans son système digestif, donc une aspiration des micronutriments qui sera moins élevée, étant donné qu'il y a moins de bouffe qui passe dans son système digestif. Donc, mieux vaut avoir plus de dépenses pour une diète plus élevée, ça c'est la première chose, mais autre chose, force-toi à manger plus durant la semaine, quitte à stagner, quitte à prendre du poids, quitte à ne pas en perdre, et tu verras que si tu combles un petit peu plus ton apport nutritionnel durant la semaine, tu ressentiras moins les envies de te déclencher des envies de cheat comme ça. Deuxième partie de ma réponse, ta diète est trop restrictive. Cela est dû à une grande partie à ta culpabilité engendrée par tes plaisirs un peu trop boulimiques, comme je disais. Mais également parce que tu n'as pas encore trouvé pour toi de solution pour te faire plaisir sans forcément te défoncer sur des aliments crades. Donc ça, j'en parle dans ma formation sur les cheat meals, comment rendre sain des cheat meals, comment assainir des cheat meals. Je suis pas pour être 100% sain et diaboliser les fast-food, les machins et tout ça. Ça, j'en parle dans d'autres épisodes, je vais pas y revenir maintenant. Mais moi, là, je suis contre quand ça devient un abus et que ça devient addictif. Tu t'en prends même plus plaisir, en fait. C'est pour cette raison que je te recommande vivement de t'équilibrer au niveau des apports caloriques. C'est-à-dire que là, tu es trop bas, il faut que tu remontes pour que tu sois plus bas les week-ends. En fait, qu'il y ait un équilibre qui se crée. Tu ne pourras pas tenir très longtemps à 1000 calories par jour du lundi au vendredi. Autre chose, 1m73, 67 kg, tu dois avoir un bon physique, mais tu peux largement monter au moins à 70 kg pour être en forme. Donc voilà, 3 kilos de moins que ta taille, donc 70 kilos pour 1m73, tu peux avoir un bon physique. Moi, je serais plus à viser ça. Le problème, c'est que toi, tu te bats sur ton poids. Tu dis, garder un physique de 68-67 kilos à l'année. Mais on s'en fout. Si tu pèses 80 kilos et que tu as un physique découpé, esthétique et tout, tu vas pas cracher. Tu vas pas cracher dessus. Toi, ce que tu veux, c'est un beau reflet dans le miroir. C'est pas du poids. Et si tu continues à te baser sur ton poids de corps, ça va t'emmener à te faire des restrictions. Parce que si tu gagnes du muscle et que tu es toujours aussi sec, tu vas vouloir perdre. Donc du coup, tu vas recataboliser. Et ça, c'est hyper épuisant. Donc abandonne ton poids de corps, surveille ton tour de taille, surveille tes abdominaux et arrête de te comparer à un physique de tant de kilos, etc. Base-toi sur ta forme. Ta forme, c'est quoi ? Ta forme, c'est l'état dans lequel tu te trouves mentalement dès le lundi et que tu arrives à tenir toute la semaine. Ça, c'est la forme physique mentale. Donc, c'est-à-dire la forme mentale, donc comment je me sens, physique, comment je me trouve. Et à partir de là,
tu pourras jauger ta diète. Je suis complètement épuisé, je suis pas motivé, je trouve que j'ai pris du gras, tout ça. Là, ça commence à devenir beaucoup plus... Ce sont des faits, c'est du réel. Le poids de corps aussi, c'est un fait. Mais c'est un fait qui est biaisé par le fait que tu fais de la muscu. Et la muscu, ça, c'est hyper aléatoire. Il y a des fois où tu vas stocker beaucoup de glycogène, tu vas prendre du poids, tu vas en vider, tu vas en perdre, tu vas prendre du muscle, tu vas en prendre. Enfin, c'est tout un... Il y a trop de données, en fait. On peut baser sur le poids de corps quand une personne fait que le régime, mais pas avec un entraînement musculaire intense par-dessus. Et dernier point, il faut que tu sortes du côté émotionnel de la nourriture. Tu as un facteur émotionnel sur la nourriture, c'est-à-dire que la semaine c'est restrictif et tu as trop placé sur un piédestal les cheat meals du week-end. Donc évidemment, il faut créer du désir pour les plaisirs du week-end, mais il ne faut pas que ce soit le seul plaisir. C'est-à-dire que si tout ton plaisir est basé là-dessus, tu peux tomber dans l'émotionnel. C'est-à-dire que ta seule source de plaisir sur la semaine, ça va être tes repas du week-end. Donc il faut que tu trouves d'autres plaisirs et que tu sortes du côté émotionnel intense. C'est-à-dire que la bouffe n'est pas la seule façon de se faire plaisir dans une journée. Et donc, équilibre aussi ta diète de la semaine pour la rendre plus agréable. C'est-à-dire, arrête de te faire des plats que tu n'aimes pas, commence à travailler sur des plats qui sont sains, mais que tu aimes. Et ça existe, c'est pas pour rien que j'ai publié des dizaines et des dizaines et des dizaines de recettes sur mon site. C'est non pas pour vous montrer des trucs infaisables et des trucs hyper pointus gastronomiques, c'est pas le cas. Moi, le but, c'est de vous montrer des exemples de choses que je peux manger, que moi j'aime personnellement. Mais après, vous, ça peut vous donner des idées. Et le but, si tu veux tenir sur les années, fais-moi confiance, c'est que tu aimes ta diète de la semaine, mais également ta diète du week-end. Et quand tu aimes les deux, il n'y a plus de côté émotionnel intense, déraisonnable. C'est-à-dire que c'est émotionnellement plaisant, mais également, ça ne dégrade pas ton physique et tu peux progresser. Donc voilà mes réponses. Mais déjà, la première partie de ta question montre bien, enfin la dernière partie, de ta question montre bien que tu n'es presque plus dans la pathologie parce que tu as pris conscience que c'était pas bon pour toi. Donc un TCA, pour moi, c'est là où c'est le plus important, c'est quand la personne est dedans et qu'elle est dans le déni. Non, mais c'est normal de me faire vomir. Non, mais c'est normal. Non, là, c'est du déni. La personne est dans un TCA pur. C'est-à-dire qu'elle est dans le déni, elle fait les mauvaises choses et elle est en train de se dégrader. Toi, tu as une partie de sortie de ta problématique qui est déjà faite. Pourquoi ? Parce que tu as pris conscience et tu sais que c'est pas normal, c'est pas la norme. Donc tu cherches un moyen de redevenir plus, entre guillemets, dans la norme. Et ça ne veut pas dire que ton physique va se dégrader, au contraire. Tu vas peut-être même éclater, tu vas peut-être même beaucoup progresser. Tu as 21 ans, jusqu'à 25 ans, tu as encore un gros potentiel, jusqu'à 30 encore, de 25 à 30, tu en auras encore. Donc ne sacrifie pas ça à rester trop bas en calories. Parce que tu ne peux pas fabriquer de la viande, fabriquer de la masse musculaire à 1000 calories par jour, tu n'y arriveras pas, je te le dis. Et puis même, tu vas te dégrader. Tu es dans une période de ta vie où tu as besoin de beaucoup d'énergie, ne reste pas à 1000 calories par jour. Sinon, tu vas t'affaiblir mentalement, tout. Tu vas pas te sentir à l'aise dans ce monde si tu restes à 1000 calories par jour. Mange plus, mais bouge plus. Sois actif dans l'action. Et pour être dans l'action, il faut manger plus que ça. Donc, mange plus la semaine et mange moins le week-end. Donc mange plus que ce que tu fais actuellement la semaine et mange moins que ce que tu fais actuellement le week-end. Trouver un équilibre, le fil du rasoir, j'ai fait une formation là-dessus, tu tapes fil du rasoir sur mon site, tu vas trouver. C'est quelque chose qui est long à trouver, évidemment. Moi, je t'apporte des pistes que j'ai mis des années à comprendre et à trouver. Je t'apporte des pistes pour pas que tu rencontres les mêmes problématiques que j'ai pu rencontrer par le passé. Donc voilà, va faire un tour, t'es déjà VIP, donc profites-en. Regarde ma formation fil du rasoir. Pour tous les autres, allez faire un tour si ça vous intéresse, vous avez les liens en description. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine fresh, mais toujours en home gym jusqu'à nouvel ordre. Bye bye. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin le mardi. Bye bye.